Le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire, et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Elodie, bookstagrammeuse en quête des convergences de lutte. Bonjour Elodie. Salut! Merci beaucoup de ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, alors je commence par un petit mot d'excuse, j'ai un petit problème de gencive, donc j'ai un saucotement qui n'existe pas normalement, mais qui est apparu ce matin. Mais voilà, j'espère que j'arriverai à être claire autant que possible. Donc encore merci de m'avoir invitée, ça me touche vraiment. Moi, je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis bibliothécaire et je suis membre de collectifs antiracistes et féministes. Et donc, j'ai créé tout récemment donc la page Lecture pour un désordre absolu sur Instagram, dans laquelle je partage mes lectures principalement. Très bien, ouais. Et est-ce que tu peux préciser dans quel contexte géographique tu as grandi Oui, alors moi j'ai grandi en Seine-et-Marne, dans une petite ville au sud de la Seine-et-Marne. Alors comment décrire ça? En fait, c'est une, c'est une zone dans laquelle il y a 2 villes collées, 2 villes moyennes et donc une ville avec une population plutôt, on va dire populaire et une ville très bourgeoise. Donc moi, j'habitais dans la ville populaire, mais je suis allée au collège et au lycée dans la ville bourgeoise. Donc c'est un environnement très blanc, encore une fois très bourgeois, très riche. Et heu et donc dans ma famille, on était plutôt de classe moyenne. Mon père était directeur de collège, donc dans la ville d'ailleurs, populaire, et moi je suis allée dans l'autre collège et l'autre lycée. Hem et donc entourage majoritairement blanc et des choses que je conscientisais pas quand j'étais plus jeune, mais plein de micro-agressions, même parmi mes amis émises par mes amis les plus proches. Donc c'est quelque chose dont je me suis rendu compte plus tard, en quittant cette région pour mes études. Donc je suis allée à Paris et maintenant je suis retournée en banlieue, heu, dans le 93. D'accord, très bien. Ouais, moi aussi, j'ai grandi dans l'Île-de-France. Enfin, j'y habite plus maintenant, je suis partie dans le sud. D'accord, Mais ah oui. je connais bien. Bon, je connais bien. La Seine-et-Marne, tu vois, moi j'ai vécu à Provins quand j'étais petite. Ah bah oui! Ma mère adore Provins, elle ramène toujours toute ma famille là-bas et tout, donc je l'ai aussi. Les fêtes médiévales, tout ça. C'est ça. C'est assez chaleureux comme vie. Ouais, c'est très sympa. Et du coup, à part de la lecture, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? Oui, alors, bah, du coup, j'aime beaucoup manger et cuisiner. Donc, la spécificité, ouais, c'est dur à dire ça, c'est que donc je suis végane et donc ça fait une dizaine d'années maintenant, donc j'aime beaucoup aller goûter des trucs véganes, reproduire des recettes en les véganisant et cetera. Donc ça, c'est un de mes passe-temps principaux, on va dire. Sinon, j'aime bien fabriquer des choses, donc faire un peu des trucs genre du DIY et tout. Et sinon, j'aime bien me promener, j'aime beaucoup voyager, j'adore organiser des voyages, ça c'est mon gros délire. Voilà ce que je fais principalement dans mon temps libre. Bon, bah, c'est cool, t'as pas mal de centres d'intérêt. Et du coup, je suppose que le principal centre d'intérêt, c'est la lecture. On peut le voir en arrière-plan. Du coup, t'as choisi de concentrer ta vie professionnelle vers ça. Est-ce que tu peux détailler un peu comment, Comment euh, c'est arrivé? ouais, comment t'es devenue bibliothécaire? Alors, un peu par hasard, en fait, au début, c'était un job étudiant. Donc, j'ai fait pas mal de jobs étudiants, un peu pénibles. Donc j'ai travaillé dans la vente, dans le service à la personne et tout. Et en fait, s'était présenté l'opportunité de travailler dans une petite bibliothèque, de recherche dans mon université. Donc j'ai fait, une licence et un master d'histoire.
Et en fait, ben, je me disais: «Ouais, c'est génial, un travail pas pénible, cool, j'adore les livres» et puis, je m'étais jamais dit que c'était une voie pour moi, mais au début, voilà, je le prenais, comme un petit peu, un travail, plutôt sympathique, ça allait rester et donc à l'issue de mon master d'histoire, en fait, je travaillais donc en bibliothèque entre le M2 et donc après le master, j'ai tenté la Greg, la Greg Histoire, donc le concours. Malheureusement, je l'ai pas eu et je pense que le fait que j'ai eu à travailler et tout, forcément, ça a joué. Mais en tout cas, j'avais, donc un travail, alimentaire en bibliothèque de recherche et finalement, quand j'ai décidé, qu'il fallait absolument que je travaille pour, gagner ma vie, la bibliothèque, c'était confortable et je suis restée et bon après, parce que j'avais plein de comment dire? Plein d'exigences, relatives à mon cadre de travail et je voulais pas travailler pour Total ou autre et finalement c'est un bon compromis et je m'y plais. Donc voilà comment je suis arrivée, j'y suis restée et puis il y a aussi forcément, je sais pas toi si tu l'as vécu, mais moi quand j'étais petite, j'allais beaucoup en bibliothèque municipale. Ouais, pareil. Ouais, bah, Plutôt c'est vraiment médiatique, un ouais. endroit, un peu magique dans lequel tu grandis et tu découvres plein de choses et puis en plus, bah, mon père, il lisait beaucoup, enfin mes parents lisent beaucoup, et donc il y avait plein de livres chez moi, mais c'était pas des livres que j'avais choisis. Alors quand tu vas en bibliothèque, tu découvres plein de nouvelles choses et c'est toi qui choisis en fait ce que tu veux lire. Et donc ça, c'était et puis les bibliothécaires, ils avaient vraiment une sorte d'aura, être toujours très gentils, et je pense que voilà, ça forcément, ça m'a menée à ça, un peu naturellement. Après, je sais pas si ce sera pour toute ma vie, mais pour l'instant, je m'y plais. D'accord. Donc, t'as pas eu besoin de repasser le concours pour avoir ton poste, du coup. Alors, du coup, tu peux travailler tu as plusieurs, voies pour, travailler en bibliothèque, mais tu peux être contractuel, ce que je suis. Donc je suis dans une bibliothèque de recherche et on va dire que dans ce cadre-là, ils vont valoriser un peu, ton parcours universitaire et donc ils vont pas forcément exiger que tu aies le concours puisque parfois les personnes qui ont passé le concours, elles viennent d'autres horizons et ça colle moins bien. Enfin bon, ça dépend de la politique de l'institut, on va dire. Mm. Hem, si je voulais passer le concours, je pourrais, mais en fait, avec le concours, tu décides pas forcément de l'endroit Ah, d'accord. où tu atterris, donc c'est un peu risqué. Et puis, en plus, voilà, il y a le côté très définitif quand tu passes le concours, où, bon, si tu veux quitter après, le monde des bibliothèques ou la fonction publique, ben, c'est plus compliqué et c'est une décision qui est un peu, plus dure à prendre. Tandis que là, quand tu es en contractuel, il y a plein d'offres en contractuel, donc finalement, tu t'en Ouais, sors pas mal. tu peux évoluer comme tu veux. Ok, ça Est-ce que marche. je peux te poser une question ou pas? Ouais, ouais, vas-y. Est-ce que toi, du coup, tu travailles dans le monde des livres ou c'est purement, ta passion, ce que tu fais à côté, de tes études ou de ton travail? Ouais, alors du coup, moi, c'est pas mon parcours. Moi, je suis plutôt un profil scientifique. Mmh. Du coup, j'ai fait un DUT en mesures physiques. Alors, je sais pas si ça parle. C'est plutôt, on va dire, tous les fondamentaux de la physique-chimie, voilà, pour OK. vulgariser un petit peu. Donc, j'ai fait ça en 2 ans. Maintenant, ça existe plus ce diplôme. C'est devenu un bachelor qui se passe en 3 ans. Donc, Mmh. mais, enfin, la spécialité existe toujours, mais pas sous la même forme. Et après ce diplôme-là, j'ai postulé sur dossier dans une école d'ingénieur en matériaux. Et j'ai été prise et du coup, j'ai fait mes 3 ans là-bas. OK. Donc voilà, rien à voir avec les livres. Même si quand tu fais des sciences, tu lis un petit peu des articles. Enfin, j'ai plutôt le côté très méthodique et universitaire de la lecture, entre guillemets. Mais après, moi, la passion des livres, ça fait partie de ma vie depuis que je suis petite. Et c'est quelque chose que j'ai développé un peu déjà petite en allant en médiathèque, etc. Et puis après, j'ai eu une grosse pause pendant mes études. Et j'ai repris en 2020. Voilà. Donc, Bah, mais c'est ouais, chouette c'est aussi, attends, d'avoir ça à côté. En plus, ça permet de préserver un peu, la chose, du monde professionnel et parfois le monde professionnel, il vient un peu, ruiner tes passions et là, au moins, c'est ça reste ça. un cocon à toi, Ouais, pour l'instant, c'est à côté, ouais. Après, OK. j'ai peut-être d'autres ambitions, mais pour l'instant, c'est pas. Comme moi, j'ai pas de formation, on va dire, littéraire.
c'est un peu compliqué si je voulais travailler là-dedans. Donc, si je suis amenée à créer quelque chose pour travailler dedans, ça serait plutôt de ma propre initiative, quoi. Donc, D'accord. soit en lançant une boîte ou quelque chose comme ça, mais ça va pas être. Enfin, je pourrais pas bosser en tant que salarié. Ce serait... Après là, ce que tu fais sur tes 2 comptes, et maintenant avec le nouveau projet que vous avez lancé, je trouve que c'est aussi, enfin je pense qu'il faudrait le traduire de manière différente, mais enfin ça te donne une expertise, Oui, qui, n'est pas comparable, à oui, aucun parcours, hein, pour le coup. c'est ça. C'est vrai que ça reste très particulier, ouais. Très Ah, chouette. mais du coup, pendant ta présentation, tu as mentionné le fait que tu faisais partie de collectifs féministes et antiracistes. Et du coup, quand ça t'est venu, enfin, à partir de quel moment de ta vie tu as commencé à conscientiser les luttes sociales, les inégalités, etc. Alors, c'est une bonne question. Hem, Disons que quand j'étais, du coup, comme je te disais, quand j'étais au lycée, j'étais dans un milieu assez préservé, je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Enfin, donc bah, pour tout dire, je suis métisse, donc ma mère est chinoise, de Malaisie et mon père est blanc, français. Heu et en fait, je crois, enfin, avec le recul, je me rends compte que j'ai été témoin de pas mal d'agressions, racistes qu'a subies ma mère, complètement, banalisées et moi aussi, mais je pense qu'il y avait un truc de survie où enfin, la majorité était autre et puis en plus, comment dire? En tant que métisse, je pensais avoir le choix de choisir la blanchité qui était la normalité, en fait et du coup, je me fondais dans des codes vestimentaires, des codes culturels et cetera et donc bah, c'est pas grave, mais enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut blâmer, mais par exemple, j'adorais la littérature française et c'est un truc dans lequel je me suis, lancée, à fond et par exemple, je me suis jamais trop intéressée à la littérature, malaisienne ou chinoise ou autre. C'est quelque chose qui était plus spontané pour moi et plus facile, en fait, à aborder. Et puis, quand j'ai quitté, et puis en plus ma mère, elle a, elle a un caractère où pour elle, elle avait rien à justifier, par rapport aux autres. Donc elle s'est jamais, comment dire? C'est un peu le truc des primo-arrivants, je pense. Elle avait sa culture en elle et elle considérait pas qu'il fallait enfin, il y avait pas une urgence à la sauver. Donc pour elle, elle était présente et elle nous l'a inculqué de plein de manières, donc notamment par la cuisine, hein. Mm. Mais elle avait pas ce truc de se dire: «Oh là là, mes enfants vont perdre leur culture, il faut que je leur apprenne ci, ça, ça». Pour elle, c'était, juste là et puis elle avait rien à justifier. Elle adore en plus la France, donc c'était normal pour elle et puis, je m'étais pas trop posé de questions et puis c'est vrai qu'en arrivant donc, à Paris, au début, j'ai fait une prépa et donc j'étais en internat et j'étais en internat, dit, d'excellence et il y avait pas mal de personnes qui venaient de milieux populaires et issus de l'immigration, on va dire, des personnes, d'origine nord-africaine, des personnes, afrodescendantes et aussi des personnes, donc soit qui avaient grandi en France ou qui étaient des étudiants étrangers. Et en fait, je voyais qu'ils vivaient, leur identité totalement différente. Donc déjà, moi, on me disait, tout de suite, enfin, il y avait des personnes qui étaient d'origine asiatique qui me disaient: «Ah viens, on va faire un club asiat» et je leur disais: «Mais comment ça, un club asiat? Mais qu'est-ce que tu me racontes?» et tout et et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, du coup, il y avait d'autres moyens de vivre, son identité, de vivre sa culture et que quelque chose que j'avais mis un peu sous le tapis parce que je trouvais que c'était pas assez cool et puis, Mm. en plus, enfin, c'est un peu j'ai pas ça va, enfin, j'ai pas vécu de violence et tout, mais le truc de, pour le coup, les asiatiques donc moi, déjà, on me disait tout de suite: «Tu es chinoise», donc j'étais: «Oui, je suis chinoise, mais c'est un peu plus compliqué, nin et puis, et puis il y avait le truc, c'était, dès qu'on croise quand j'étais donc quand j'étais plus jeune, dès qu'on croisait une personne asiatique dans la rue, c'était: «Ah, c'est ton père, c'est ton frère, Ouais, c'est ça. ah, nin nin enfin, il y avait le stigmate, voilà, du le traiteur, machin, c'est ton père, enfin bon, Mm. l'horreur, quoi et donc forcément, tu as pas envie de te fondre dans ce stéréotype et tu te dis: «Non, mais c'est pas moi ça, je suis pas du tout comme ça». Bon bref
Et donc, en quittant cette région et en arrivant à Paris, je me suis rendue compte il y avait des gens qui, du coup, vivaient leur identité avec fierté, leur identité mélangée, que ce soit la culture française à fond, mais aussi la culture de leur de leurs origines, de leurs parents, et cetera et ça a vraiment été quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Donc déjà, bon, c'était un premier un 1er parcours et puis après, donc le féminisme, je pense que je l'avais en moi, mais j'étais en mode: «Bon, bien sûr, il faut être féministe, nanana» et en fait, quand j'ai commencé à lire des essais vraiment et à me plonger sur la question, c'était vraiment un truc très bête, mais c'est parce que, il y avait, un ami d'amis qui a commencé qui avait vu une vidéo, bon, je vais pas parler de l'autrice parce que je soutiens plus trop ses combats, mais il était en mode: «Mais c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte, blablabla» et moi ça me semblait pas trop stupide. Donc je suis allée lire l'essai et je me dis: «Mais en fait ça tient la route» et donc de fil en aiguille, je suis allée lire d'autres bouquins. Donc ça pour le féminisme et je me suis rendu compte qu'en fait, le deuxième sexe, que j'avais lu, en première, c'était rien en fait et puis c'était pas du tout actuel et puis que c'était très situé finalement et que, bon voilà, il y avait plein de choses derrière, pour les femmes racisées et tout ça, les personnes queer et cetera. Et l'antiracisme et les questions antiracistes, elles sont venues, un peu plus tard, par des rencontres, hem et et parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient conscientisées, je dirais du coup qui étaient racisées et donc notamment des personnes, afrodescendantes et et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses que je connaissais pas et que j'avais pas comprises et que j'avais simplifié l'antiracisme où je me disais: «En fait, c'est normal, on est tous égaux, c'est tout quoi, enfin, il y a pas de question à discuter», Mmh. et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, non, il y a plein de choses derrière, il y a plein de mécanismes, qu'il faut que je comprenne, il y a une histoire». En plus, moi qui fais des études d'histoire, je me disais: «Mais je passe complètement à côté de choses» et que je saisis pas et du coup, voilà, tu commences une lecture, 2 lectures et puis après, voilà, tu lâches plus le morceau, quoi. C'est ça, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie du coup enfin, avec tout ce que tu as pu déconstruire, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en parler sur les réseaux? Je pense que, alors du coup, enfin, moi les réseaux, il y a plein de personnes qui ont une image très négative des réseaux, mais je trouve que ça peut être un outil, hyper important, pour, s'informer, se cultiver et sortir de ses horizons, proches, en fait. Bon après, il y a l'algorithme qui fait qu'on regarde toujours les mêmes trucs, mais bon voilà. Mmh. Mais par exemple, comme, je disais tout à l'heure, je suis devenue végane il y a une dizaine d'années et à l'époque, c'était pas du tout un truc, généralisé et tout et l'image du végane, c'était enfin que j'avais en tout cas moi, c'était une personne blanche, qui était en sarouel et qui avait des dreadlocks et j'étais en mode: «Mais en fait, c'est pas moi ça, donc je veux surtout pas être comme ça, au secours, non, 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 ça va pas du tout» et en fait, notamment grâce à YouTube et Instagram, j'ai découvert que, il y avait des personnes, véganes, notamment en Asie et donc voir, comment est-ce qu'elles, elles adaptaient leur alimentation, comment est-ce qu'elles la vivaient et à quel point c'était une chose normale, en fait. C'était pas, un truc encore une fois de bobo, blanc, qui s'installe à Bali et qui mange, des papayes, quoi. Mmh. Donc il y avait un peu ce truc où je me suis dit: «Ah mais en fait, j'apprends plein de choses» et puis après, du coup, j'ai découvert aussi des comptes, militants, des comptes antiracistes. Donc bien sûr, Décolonisons-nous, j'y arrivais, de Frank Lau, mais aussi, le compte, Thibaut Bumidum de Ouais, Tizi, ouais. hem, Semblant de rien et cetera et en fait, je me suis rendue compte de la force des réseaux sociaux, en fait, de tout ce qu'ils pouvaient apporter en vulgarisant, en fait, des notions, qui peuvent être un petit peu, compliquées et puis surtout qui permettaient à n'importe qui, sans se sentir, bête ou qui peut-être n'oserait pas aller voir, d'autres personnes et en plus, c'est pas aux personnes, racisées d'avoir la charge de tout expliquer, hein, aussi, mais qui oseraient pas qui n'ont peut-être pas le réflexe d'aller lire des bouquins un peu, des essais et tout, de trouver les ressources en fait, assez facilement et de comprendre, voilà, les mécanismes de racisme, les mécanismes d'oppression, tout ce qui pèse sur les personnes marginalisées, qui est en fait offert, à toutes et tous grâce à un travail, énorme, hein, des personnes qui tiennent ces comptes. Mais je me suis dit: «Ah mais ça c'est vraiment trop chouette en fait» et puis en plus,
Donc voilà, maintenant on le voit, l'extrême droite, elle est très, très présente sur les réseaux sociaux et on voit à quel point ça les porte. Donc c'est aussi à nous, du coup, aux forces progressistes, d'être présentes et en fait de faire contrepoids. Mmh. Et de la même façon, voilà, d'être très présent, de donner du contenu, qualitatif, informatif, et cetera. Donc voilà, donc j'avais vraiment cette envie, je me suis dit: «Bah, tiens, est-ce que, enfin, ce serait cool, de participer à ça». Alors sur mon compte perso, je faisais tout le temps des stories et tout, bah, j'en fais encore, mais c'est vrai que c'est assez fastidieux, assez fatigant et puis, je parlais de mes lectures, en fait et je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'il y a des gens qui s'en fichent complètement de mes lectures, dans les sphères que je fréquente» et en même temps, bon, bah, voilà, je me disais, «Tiens, il y a des personnes là dans mon entourage, des fois c'est pas le bon moment de leur parler de telle ou telle chose, de telle ou telle lecture, de telle ou telle chose» et je me dis: «Bah tiens, ce serait cool d'avoir une plateforme, sur laquelle, en fait là je parlerai de mes lectures et puis, plutôt que me fatiguer moi ou de les fatiguer eux à des instants, pas propices, bah là ils auraient une plateforme où trouver un peu, un petit contenu, informatif, et éventuellement ça pourrait lancer une discussion». Mais en fait, c'est ça aussi, genre, c'est d'ouvrir ça et puis, d'avoir, aussi pour moi, bon, une archive parce que bon, comme je lis vite, c'était plus pratique. Ah, est-ce qu'on t'a perdu? Ah Ah non, ça d'accord. Et du coup, toi, tu as commencé quand les réseaux sociaux? J'ai l'impression que ça fait longtemps quand même. Ça fait 4 ans maintenant. Mmh. C'est vrai que ça passe vite. Ça commence à faire longtemps. J'ai commencé en 2020. C'était juste avant le confinement. Donc en fait, moi, j'étais aussi dans ma petite bulle, voilà, de cadre. J'avais pas forcément conscientisé tout ce que subissais. Et du coup, je sais pas, un jour, je suivais une créatrice de contenu anglaise qui parlait de livres Mmh. sur les réseaux sociaux. Et elle a commencé à parler d'une trilogie. Bon, maintenant, je supporte plus trop l'auteur, mais c'était à la croisée des mondes. Donc, j'ai commencé en fait par lire ça. J'ai bien aimé sa chronique. J'ai acheté les 3 bouquins d'un coup et j'ai tout lu en anglais. Mmh. Et ensuite, de fil en aiguille, je me suis un peu intéressée à la communauté littéraire, plutôt sur YouTube et plutôt anglophone. Mmh. Donc, c'est vrai qu'au début, j'achetais des livres, mais je les lisais pour moi. Je commençais Mmh. pas à en parler, mais j'étais plutôt spectatrice de ce qui se faisait sur les réseaux et lectrice. Et puis après, je me suis plus penchée vers le milieu francophone, tout en gardant mes lectures anglophones. C'est comme si j'anticipais un peu. Enfin, je me disais déjà, ah, peut-être qu'il y a plus de choix en anglais. Du coup, je vais plutôt commencer par l'anglais, quitte à faire plus d'efforts pour lire. Mmh. Et après, ça m'a donné envie en fait de voir tout le monde parler de livres. J'avais tout en stock. Du coup, j'ai commencé mon compte en faisant des chroniques. Mmh. Et c'était pas forcément j'avais pas forcément de ligne éditoriale comme j'en ai maintenant. Enfin, je postais un peu au fil de l'eau, au fil de mes lectures. Dès que je finissais un livre, je prenais une photo, je le chroniquais, et puis voilà, c'était un peu Mmh. la petite routine. Et en fin 2021, j'ai lu D'écume et de sang, ou non, je sais plus. Enfin bref, c'était un livre breton, enfin aux inspirations bretonnes, le personnage principal était à la fois blanche et noire, mais sans, comment dire, en fait, en fonction du milieu dans lequel elle se trouvait, donc que ce soit aquatique ou terrestre, elle changeait de couleur de peau. Ouais. Et du coup, moi, je trouvais ça trop bizarre. OK. Ouais, je trouvais ça trop bizarre qu'elle puisse. Enfin, je sais pas, genre, je trouvais ça bizarre qu'elle soit à la fois blanche, genre, sur la Mmh. terre et noire en mer. Enfin, genre, à un moment, faut choisir. Je sais pas.
Et du coup, ouais, ça m'avait énervée, donc j'avais fait une chronique négative dessus. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de comptes. Il y avait une personne qui avait repartagé, c'était Souheila. Elle avait Mhm. repartagé ma chronique. Et là, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient Mhm. déjà déconstruits sur toutes les questions antiracistes. Mhm. Et à partir de ce moment-là, j'ai un peu changé mes abonnements, ma Mhm. ligne édito, parce que bah, forcément, quand tu commences, tu suis, et que tu n'es pas forcément déconstruite, tu suis bah, les plus Mhm. gros comptes, les gens qui sont les plus recommandés. Mhm. Et ouais, après, j'ai complètement changé de ligne de Ok. conduite, et puis après, bah, enfin, tout a découlé, quoi. Mais ouais. C'est vrai qu'il y a un peu à boire et à manger là sur sur le Bookstagram. Au début, moi j'ai commencé à suivre des comptes de lecture, bah, Overbooké, tout ça. Et en fait, je connaissais pas du tout le reste. On m'a suggéré des choses, je me dis ah ouais, mais en fait, c'est un monde quoi. Il y a des gens qui ont effectivement du contenu assez militant, mais tu as plein de juste de la littérature. Bon, effectivement, moi je vois que des comptes quasiment anglophones. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, ouais, de la littérature, en plus là, il y a les romances érotiques là dans tous les sens. Et en fait, c'est vrai que si tu veux être. Enfin, en plus, tu as aussi le truc de l'algorithme où tu me disais, ah, mais tiens, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça pour que ça marche. Et Ouais, là, ouais. en ce moment, c'est ce type de roman. Enfin, c'est. Mm. Ok, t'es partagé entre faire lire des romans connus qui te correspondent pas forcément et Mm. créer un peu un contenu tendance Mm. ou garder un peu tes principes. Donc c'est compliqué. Enfin, pour moi non, mais je peux comprendre que les gens aient pas forcément envie d'être étiquetés, on va dire Mhm. entre guillemets militants, même si moi je me considère pas forcément comme ça. Enfin, je sais pas. Mais, mais ouais, les gens n'ont pas forcément envie d'être catalogués, Mm. d'être politisés sur les réseaux. Et du coup, bah, t'assistes un peu, pas fourre-tout, mais oui, les gens lisent un peu de tout sans forcément se questionner de ce qu'il y a derrière, des messages véhiculés. Donc, ouais. Ouais, bah, ce qui est un peu dommage parce que finalement, tu as un contenu qui est un petit peu, enfin, qui peut être un peu plat parce que tout le monde fait le même et il y a pas beaucoup de relief alors que, ouais, si tu enfin, après c'est tout le truc, effectivement, comme tu le dis, tu peux te mettre les gens à dos et donc ça fait un peu peur aussi, de se dire ça et faire un contenu plus consensuel. En fait, c'est la garantie que, bah, tout le monde va aimer et puis tu auras de problème avec personne et tout. Ouais, c'est un peu le choix, cornélien quand tu fais ça. Ça. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce pseudo-là, lecture Alors marxiste? En fait, je m'étais creusé la tête pour trouver un pseudo. Et en fait, je note mais très très rarement des citations. Donc quand je fais des posts, c'est parce que je me dis dans ma tête, quand je lis le livre, il faut que je souligne des citations pour après les mettre dans la publication, parce que sinon, pas trop. Mais ça, c'était une citation que j'avais notée. Donc, pardon, je vais commencer depuis le début. Donc mon pseudo, c'est Lecture pour un désordre absolu. Et en fait, donc, c'est tiré ou inspiré d'une citation de Fanon, de Frantz Fanon, dans Les damnés de la Terre. Donc, j'ai préparé mon petit livre. Et donc, la citation complète, si je peux la lire, c'est la décolonisation qui se propose de changer l'ordre du monde est, on le voit, un programme de désordre absolu. Mais elle ne peut être le résultat d'une opération magique, d'une secousse naturelle ou d'une entente à l'amiable. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fanon, c'était un psychiatre martiniquais et qui travaillait en Algérie française. Et au moment où la guerre d'Algérie a éclaté, il a rejoint le clan algérien, donc le Front de libération nationale algérien, et donc pour s'opposer, pour participer voilà, à l'indépendance de l'Algérie et s'opposer donc à l'empire colonial français. Et en fait, dans cet essai, qui est un des premiers essais d'ailleurs que j'ai lu, donc qui est très très dur à lire, je pense que je ne le conseille pas pour commencer les lectures de ce type-là, il se pose la question, il étudie en fait la question de la violence en milieu colonial, donc chez les colonisés comme chez les colons.
et de ce que fait la violence à ces personnes. Donc en fait, lui, il est psychiatre, donc il voit défiler dans son cabinet des gens qui sont complètement atteints. Il y a plusieurs personnages qui sont décrits, enfin dont le cas est décrit, et qui ont intégré en fait les normes de l'empire colonial et en fait toute la violence qui leur fait adopter des comportements très très violents pour les colons et des postures euh, de, euh, de perte d'identité en fait chez les personnes colonisées. Et donc il étudie voilà, cette question de la violence et à quel point en fait cette violence elle est légitime, enfin il est légitime que les colonisés se la réapproprient parce qu'ils subissent en fait cette violence tous les jours et que pour s'en sortir, pour se libérer de la violence des colons, il légitime le fait qu'ils se servent de cette violence pour en sortir en fait, pour combattre simplement. Et donc c'est quelque chose qui m'avait marqué parce que moi naturellement je suis un peu anti-violence, j'aime pas l'idée de frapper quelqu'un, ça me fait très peur en fait. Et puis mais avec le regard quand je faisais des cours d'histoire, je me suis dit mais en fait s'il n'y avait pas eu la violence, il n'y aurait jamais eu la Révolution française. En fait, la Révolution française, c'est une succession de rébellions, de violences qui mènent à la Révolution française. Et de la même façon, les chutes des empires, c'est des rébellions avec des violences. Et en fait, la violence, elle naît, justement, comme le dit Fanon, de tout ce que subissent en fait les personnes minorisées, les personnes marginalisées, euh, pour, euh, pour l'enrichissement et le pouvoir d'une minorité en fait. Et donc, voilà, ça me fait beaucoup réfléchir. Je me dis, mais en fait, oui, c'est vrai, la violence, même si elle fait peur, effectivement, elle a un impact en fait qui est concret. Donc, en fait, pour moi, là, ce choix, il était un petit peu, c'est un peu se faire violence aussi pour moi, parce que je me dis, voilà, c'est aussi la volonté de porter les combats et de pas se taire, en fait. Et du coup, ça veut dire, quand tu es dans une pièce et que tu entends des trucs racistes, c'est dur aussi de te soulever, mais en même temps, si tu le fais pas, personne ne va le faire, en fait. Et du coup, de la même manière, voilà, si on se force à lire des trucs qui sont pas très plaisants, parce que lire sur les violences policières, lire sur la colonisation, lire sur le racisme, c'est vraiment pas sympa. C'est vraiment pas agréable. Mais en fait, si on se force pas, on va pas y arriver. Et donc, le but, c'est d'éveiller une colère qui est fructueuse, en fait. C'est pas une colère qui, comment dire, qui n'a aucun but, c'est une colère qui doit nous aider à justement à tout bousculer, à bousculer nos schémas de pensée et s'il le faut, les structures de l'État, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, l'idée c'est ça. Donc c'est pour m'inspirer moi-même, mais aussi pousser les gens à travers notamment la lecture, qui peut être aussi un vecteur de mobilisation, à repousser les normes et à casser un peu les barrières et les frontières pour en créer des nouvelles, quoi, qui soient plus tolérantes, plus inclusives. Ok. Ouais, je trouve que c'est un but assez honorable. Et puis c'est vrai que... C'est idéal. Et du coup, comment tu l'as perçu, la création, les retours? Est-ce que tu as pu avoir des retours ou des petits échanges avec les gens par rapport aux œuvres que tu proposais sur ton compte? Alors ça, c'était assez effrayant en fait de lancer ça, parce que forcément tu te dis au début tu te dis: «Ah c'est juste pour moi et puis mes connaissances», mais bon forcément, tu es un peu dépassé. Bon après, c'est pas avec, je sais pas combien d'abonnés là que je vais faire la ouf et tout, mais mais du coup tu te dis voilà, ce que tu fais là, ça a quand même un impact, même s'il y a 3 personnes qui le lisent, ça peut aussi, changer leur façon de voir les choses, ça peut changer leur façon d'agir et tout. Et du coup, oui, j'ai eu des retours, de mes proches, qui étaient contents aussi parce que bon, ça faisait longtemps que je leur en parlais et du coup, c'était une concrétisation et qui me disaient qu'ils avaient appris des choses et qu'ils étaient contents parce qu'on n'en avait pas parlé et tout et tout. Donc ça, c'était super chouette, super positif. Et puis dans la communauté, Bookstagram, donc dans laquelle je fais une mini incursion, oui, j'ai eu des retours positifs et ça m'a beaucoup touchée. C'est vrai que c'est un peu, c'est un peu un défi aussi de se lancer dans un monde qui est établi avec des personnes qui font un travail incroyable et tu te dis: «Bon, qui suis-je là pour arriver et faire des trucs, alors qu'il y a des gens qui font ça très bien?» Et du coup,
l'idée, c'est aussi de pas faire comme les autres et puis de proposer autre chose et de pas empiéter aussi sur le travail des autres parce que bon, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est cool aussi d'avoir des Mmh. visions différentes. Et voilà, j'ai surtout reçu des trucs très positifs et c'est très chouette. Honnêtement, voilà, je me dis, bon, clairement, c'est un bébé conte, un micro-conte, mais quand je vois, voilà, qu'il y a des personnes, qui m'en parlent, ou qui m'envoient des messages, pour me dire que ça les a touchés ou que c'est des problèmes qu'ils connaissaient pas et ben, ça me touche et en fait, je me dis: «Bon, voilà, ton travail aussi, ça a quelque chose Mmh. ça peut faire un effet, quoi». Ouais, c'est vrai qu'au début, tu sais jamais sur qui ça va tomber. Enfin, quelle va être ton audience ou si tu vas Mmh. avoir des retours ou. Enfin, là, c'est plutôt la retombée, ouais, du contenu que tu postes. Tu sais pas trop Mmh. au début, enfin, à quelle sauce tu vas être mangé, quoi. Bah, ouais, tu tu tombes sur des trucs de facho là, l'horreur. Ça, c'est l'angoisse permanente. Mais ouais, après, je pense qu'il y a aussi ce qui est important, c'est aussi d'essayer de faire résonner, les combats qu'on porte, au-delà aussi, des groupes, qui sont déjà, conscients, en fait. Et ça, je pense que c'est important et de pas justement s'enfermer dans une bulle où on est Ouais. tous en train de se saucer mutuellement et d'essayer de sortir, voilà, de ça et de Mmh. se confronter, ben, aux personnes qui n'y connaissent rien. Bon après, c'est dur de savoir ce que l'algorithme, Bah, c'est ça, à qui l'algorithme propose ton contenu aussi, ben ouais. c'est vrai que moi, je revois passer tout le temps, enfin, tout le temps, j'abuse un peu, mais je revois passer c'est souvent les mêmes personnes Mmh. qui vont commenter, partager, aimer. Et du coup, tu te dis, bon, enfin, c'est cool c'est cool d'avoir une base qui est déjà préétablie, engageante dans ton contenu. Mais est-ce que ça dépasse vraiment ce cercle-là? Ça, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le défi, ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, parce que j'avais fini. Oui, c'est vraiment ça l'enjeu, je pense et puis en plus, bah, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit: «Bah, tiens, qu'est-ce qui marche là? Est-ce qu'il faut faire des reels?» Tu vois? Et du coup, faire du contenu un peu plus, léger, du coup, ça va ramener des gens à toi. Mais en même temps, ça fait peur parce que tu te dis: «Voilà, si, X ou Y personne arrive en pensant que tu fais du contenu Ouais, un peu léger et tout» et puis après, ils voient tes trucs là hyper militants et ils vont dire: «Ouh là! Ça va pas du tout», donc ça fait un petit peu peur. Mais en même temps, voilà, tu te dis: «Bon, bah, il va falloir commencer aller à chercher. drainer d'autres personnes, quoi». Ouais, c'est ça. Mais bon, après, peut-être qu'ils ont peut-être une appréhension au début, puis après, ils vont peut-être s'y intéresser. Enfin, je sais pas. Bah, C'est c'est ce qu'on peut compliqué, espérer, hein. On va croire, dans les lecteurs des chroniques. c'est ça. Bah écoute, est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais aborder sur la partie création de contenu? Mmh, je réfléchis. Hem, je pense que bon après, bon encore une fois, qui suis-je pour dire ça, hein? Je sais pas, hein. Mais, mais je pense que honnêtement, même, si on crée pas un compte, militant et qui est dédié à ça, je pense que le simple partage d'une story, le simple partage d'un post, Mmh. sur un compte perso sur lequel normalement on partage que des photos de nourriture ou de chats, ça peut avoir un impact énorme et c'est Nesrine Slaoui qui en parle souvent, donc qui est journaliste, qui est, d'origine nord-africaine et qui utilise beaucoup les réseaux sociaux en fait, comme une plateforme, éducative et elle parle beaucoup justement de l'intérêt des réseaux sociaux et moi je suis convaincue de ça, du fait que même si tu as, 15 abonnés, qui sont, ton grand-père et ton cousin, et ben, je pense que, ben, oser partager, oser parler de questions, bah, qui sont un peu sensibles, ça peut avoir un impact énorme. Surtout que quand toi, tu es, bah, justement une personne qui connaît, les personnes qui te suivent, ben, tu as une certaine crédibilité à leurs yeux parce qu'ils se disent: «Bah, tiens, c'est pas un zozo là, qui veut me faire passer tel ou tel message, c'est quelqu'un que je connais et bon, à qui je peux aller en parler, mais aussi à qui, bah, je peux faire confiance». Mmh. Et ça, je pense que, bah, les moindres, messages qu'il y a eu, sur la Palestine, moi, ça m'a fait énormément plaisir de voir des personnes que je pensais pas du tout, conscientisées sur aucune question et qui partageaient justement que des photos de vacances et de nourriture et tout et de me dire: «Bah,
là, elles ont partagé et c'est très chouette et elles ont une communauté autour d'elles qui sont pas forcément conscientisées, qui sont pas forcément informées et bah, ça va être des petites graines qui, petit à petit, vont germer dans leur esprit et donc bah, vont peut-être les pousser à s'informer, à lire ou autre. Mais je pense que les réseaux sociaux, bon, il y a plein de négativité, mais il y a aussi plein d'aspects positifs et je pense qu'il faut pas les lâcher. Bon après, il faut pas se laisser avoir par, par, les faces sombres des réseaux, mais je pense honnêtement qu'on peut vraiment, changer les mentalités, quoi. Ouais, bah, c'est un canal, ouais. Bah, je pense que c'est le plus rapide pour faire passer des informations. Ouais. Mmh. Oui, oui, tout à fait, ouais. Bah, écoute, on va aborder plutôt la partie lecture, même si on l'a déjà mentionné, mais je voulais un peu savoir si tu lisais autre chose que des essais pour te déconstruire. Est-ce que tu as d'autres moyens comment dire, de te déconstruire, soit à travers des podcasts ou autres? Mmh. Et ouais, peut-être parler un peu de recommandations, même si tu as cité d'autres livres. Hem, oui, alors, bah, déjà, je vais commencer par, mes lectures autres que des essais. Bah, comme je disais, j'adore la littérature, française et anglaise. Hem, donc je continue à en lire beaucoup. Et c'est vrai que donc par exemple, là, je lis, attention, Le Vicomte de Bragelonne, donc c'est la suite des Mousquetaires, en fait, donc qui sont écrits par Alexandre Dumas et donc en fait, j'aime beaucoup les romans de KPDP, donc pas du tout militant le truc, hein, clairement. Hem, mais voilà, c'est des lectures plaisir, on va dire, que j'ai jamais lâchées. Bon, ça, c'est pas de la grande littérature, désolée Alexandre Dumas, mais c'est pas de la grande littérature, mais c'est la littérature plaisir. En plus, il y a un côté historique, donc forcément, moi, ça me parle. Mais je dirais que du coup, j'adore, la littérature anglaise, donc par exemple, j'adore Jane Austen, donc ça, c'est une de mes autrices préférées et tout, donc comme beaucoup et hem et en fait, les lectures plus, comment dire? De sciences sociales, les essais que je lis, en fait, ils m'aident aussi à avoir une lecture, hem, déconstruite de ces romans. Par exemple, Jane Austen, elle parle de la haute société anglaise, l'aristocratie, mais elle parle jamais de l'origine de la richesse de ces personnes. Donc Mm. il y a une sorte d'inconnu sur leur vie. Bon déjà enfin, c'est centré sur les femmes, donc les femmes de la haute société qui ont pas forcément de travail, mais on ne sait pas comment, leurs parents, ils ont eu leur richesse. Il y a, je crois, une mention dans un de ces romans où on sait que le père, il est parti dans les colonies parce qu'il y a des petits soucis dans sa colonie et en fait, ben, quand tu lis d'autres choses, d'autres essais, des essais historiques, tu te rends compte, bah, en fait, ah bah tiens, là, le gars, il est super riche et il peut avoir la vie qu'il veut, en Angleterre et tout dans son grand château parce que, ben, il y a les colonies, il y a l'exploitation des esclaves, des marginalisés et cetera et ça, lui, il fait son argent dessus. Bref et de la même façon, là, dans Le Vicomte de Bragelonne, donc dernier tome des Mousquetaires, apparaît, Colbert et Colbert, à part être, un personnage qui est un peu moqué, ben, en fait, on sait que Colbert, il a rédigé le Code noir. Colbert, il a lancé une grosse politique, impérialiste, pour créer un empire français et créer des richesses, françaises et donc bah, c'est bien aussi d'avoir des lectures qui sont un peu détentes, Mm. on va pas se mentir, mais c'est aussi chouette de savoir que bon, bah, tu peux un peu, prendre du recul et te dire: «Ah bah, la royauté, c'est marrant tiens de voir, Louis XIV et bidule truc là faire leurs fêtes, mais comment est-ce qu'ils ont tout leur argent? Ben, il y a des petits paysans là qui meurent de faim, quoi». Donc c'est Ouais, chouette aussi d'avoir ces deux approches, je pense, mm. Ouais. dessus. Donc mes lectures et là, j'ai lu pas mal de d'Annie Ernaux, qui, a été prix Nobel de littérature l'année dernière, je crois et donc qui est une autrice française et qui écrit beaucoup de récits autobiographiques et donc qui se pose aussi beaucoup la question des femmes, en France, dans un milieu, elle a grandi dans un milieu, comment dire? Ses parents, ils étaient, des petits commerçants et puis elle devient prof et donc elle étudie beaucoup, enfin elle se penche beaucoup sur sa place, elle, en tant que femme dans dans sa société qui évolue aussi dans les années 50-60, hem et qui pose la question de la maternité, ben, forcément l'avortement et cetera et ça c'est chouette donc c'est une littérature qui est un peu plus détente mais qui quand même, un peu sur des questions, un peu,
un peu militante, je dirais. Bon, le mot militant, je ne sais pas s'il est approprié, mais bon, voilà. C'est question politique, on va dire. Et sinon, ouais, j'écoute énormément de podcasts. Alors, je trouve les podcasts comme la lecture les podcasts, c'est tellement accessible, quoi. Enfin, je veux dire, tu es en train de faire ta vaisselle, tu mets ton podcast et tu apprends plein de choses, quoi, c'est incroyable. Et les podcasts, ouais, c'est vraiment un médium, comme les réseaux sociaux, qui est hyper accessible, à tous et à toutes et qui permet de s'informer de plein de choses. Donc, forcément, Kiffe ta race de Rokhaya Diallo et Grace Lee, ça a été, la porte d'entrée pour moi, à un monde, incroyable. Et d'ailleurs, je grignote un peu des petites recommandations de livres, des invités qui passent, dans ce podcast. Et en fait, il y en a plein d'autres, comme ça, qui sont hyper riches. Et sinon, désolée, je suis un peu monomaniaque, mais j'aime beaucoup les émissions d'histoire, les émissions de radio. Et D'accord. ça, j'en parle pas trop sur lecture pour un désordre absolu, mais sur ma page perso, je parle beaucoup de mon amour de certaines émissions de France Culture. Euh, et notamment le cours de l'histoire, donc qui est animé par Xavier Mauduit, qui est un historien qui anime des émissions de radio, et en fait qui a un podcast qui est extrêmement qualitatif, mais aussi très très accessible. Et en fait, je pense que ça, c'est deux notions qui sont des idéaux dans la création de tout type de contenu. Et en plus, ils font des choix, mais vraiment super chouettes, quoi. Enfin, il y a des trucs hyper réacs sur France Culture, mais il y a aussi des trucs très très bien. Et donc, ça, je le recommande à tout le monde. Ça fonctionne par semaine. C'est des séries à chaque fois de 4 podcasts sur un thème. Et il y a vraiment des trucs super chouettes, super accessibles. Ils invitent à chaque fois des historiens et parfois aussi des étudiants. Donc, c'est aussi super important d'avoir des étudiants dont le travail est mis en avant. Et ça, vraiment, c'est vraiment très chouette, le cours de l'histoire, voilà. La petite pub. Euh, et je sais plus, j'ai perdu le fil, du coup, à parler de France Culture. Ouais, je crois que c'était à peu près tout. Enfin, je voulais savoir si tu lisais autre chose que des essais et quels médias tu utilisais pour te déconstruire. Donc, tu as répondu aux deux questions. Qu'est-ce que je peux te demander d'autre sur la lecture et qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu as une œuvre dans laquelle tu t'es sentie représentée? J'ai un peu réfléchi à cette question. C'est un peu dur de répondre. Et j'ai envie, en fait, instinctivement, j'ai envie de dire non, et c'est un peu triste quand même. Non, mais parce que mon parcours, il est un peu particulier. Enfin, donc moi, déjà, je suis métisse, donc c'est un premier aspect. Et puis, la famille de ma mère, donc moi, je suis née en Malaisie, mais bon, j'ai grandi en France et tout. Euh, et là, il y a pas du tout de diaspora, enfin, quasiment pas de diaspora malaisienne en France, puisque c'était une colonie britannique. Et D'accord. que les Malaisiens, quand ils émigrent, ils vont surtout, notamment en Grande-Bretagne, il y a une grosse diaspora au Royaume-Uni, en Australie aussi un petit peu, parce que c'est proche géographiquement. Mais en France, du coup, j'ai jamais rencontré quelqu'un de malaisien. Et puis, en plus, voilà, donc ma mère, elle est chinoise de Malaisie. Donc, en fait, en Malaisie, tu as plusieurs groupes ethniques. Donc, des Malais, des Chinois et des Indiens. Et donc, c'est énoncé très clairement parce qu'en fait, quand la Malaisie a pris son indépendance, les groupes étaient en présence et en fait, comment dire, c'est pas comme par exemple en Indonésie où on a voulu créer une sorte d'uniformité sur le papier en fait, parce que dans les faits il n'y avait pas d'uniformité, mais bon, ils disaient bon, on est tous indonésiens et puis les noms chinois par exemple, alors qu'il y a une grosse diaspora chinoise, ils ont été changés pour des noms malais, etc. D'accord. Et en Malaisie, pour le coup, voilà, il y a différents groupes ethniques qui sont bien définis, on va dire, dans la population, et donc des dispositions, des lois raciales, c'est pas ouf. Bon, c'est un autre aspect. Mais forcément, tout ça, ça fait que je me suis jamais trop retrouvée, en fait, que ce soit dans la littérature ou dans les essais. Après, je me retrouve beaucoup dans les récits
de personnes qui sont issues de l'immigration, donc qui ont une double culture, en fait, donc la culture du pays dans lequel ils ont grandi, la culture de leurs parents. Et notamment en découvrant des œuvres écrites par des Asio-américains, je l'ai vraiment ressenti ça, où tu avais d'une part une culture américaine qui joue un rôle énorme, parce que en même temps, elle est là, quoi, la culture américaine, elle est imposée à tous ceux qui grandissent aux États-Unis, et en même temps, voilà, la culture de leurs parents, que ce soit des personnes qui sont originaires du Vietnam, par exemple, avec la langue qui est transmise ou non, la culture et la religion, et surtout la nourriture, en fait, qui est souvent une sorte de point de transmission qui est crucial, en fait, pour ces personnes qui ont une sorte de double culture, quoi, au quotidien. Mais malheureusement, non, je l'ai pas encore trouvé. Après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais et puis je crois que c'est... Attention, moment citation. Je crois que c'est Bellous qui dit quand il y a un sujet qui nous intéresse et qu'on trouve pas un livre à ce propos, faut l'écrire, et peut-être qu'il faudrait l'écrire. Je crois pas que je le ferai, mais en tout cas, il y en aura sans doute d'autres, et puis c'est pas grave. Après, c'est chouette aussi d'apprendre des vécus des autres, des récits des autres, et puis en plus, bon voilà, hein, il faut essayer de pas être trop auto-centré des fois. Mais bon, pour l'instant, non, je dirais. Ok. J'espère qu'un jour. Et toi, tu t'es retrouvée représentée, que ce soit dans la littérature ou dans les essais, comment est-ce que tu te projettes? Alors, j'en lis pas énormément des essais, pour être honnête. Donc, ça va plutôt être, comme tu dis, si je vais lire un essai d'une personne ou un titre de non-fiction, c'est souvent des personnes, des autoristes qui sont issus de l'immigration et donc qui vont aborder toutes les questions antiracistes et de microagressions, etc., qui se manifestent dans la littérature. Mais dans les non-fictions, non, je me suis pas sentie représentée. Après, j'en ai pas lu beaucoup. Et après, en fiction, ça va être partiellement. Je sais que alors moi, je lis beaucoup de fiction, en fiction de l'imaginaire. C'était dans la trilogie de Nos jours brûlés, écrit par Lorraine Safou. Et donc, en fait, dans le premier tome, il y a un voyage initiatique en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes. Et du coup, le personnage principal passe par le Cameroun, qui est mon pays d'origine. Et du coup, donc là, vraiment, je me suis sentie représentée. Enfin, ne serait-ce que juste la mention du pays. Alors, il n'y avait pas non plus... c'était pas extrêmement étoffé parce que c'est un voyage et qu'elle ne peut pas non plus décrire tout de manière hyper détaillée. Mais voilà, c'était la première mention. Et le deuxième roman, c'est en contemporain. Donc, c'est Aérofleurir de Kiemis. Et donc là, on suit... alors, c'est inspiré de l'histoire de sa grand-mère. Je ne sais pas si c'est totalement vrai ou à 100% vrai ou si c'est juste une fiction. Mais en tout cas, elle parle du parcours de sa grand-mère, voilà, qui a grandi au Cameroun et qui voulait, comment dire, qui aspirait à mieux, parce qu'elle est née voilà, dans une famille pauvre et avec peu de moyens. Et donc, elle aspire à mieux. Et c'est vrai que dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophones, il y a souvent ce discours-là du « Ah, mais peut-être que la France, c'est mieux. La France, il y a plus d'opportunités, entre guillemets. » Et puis, quand les personnes arrivent, il y a ce contre-choc dans cette désillusion. Parce que c'est pas... Enfin, voilà, ils se rendent compte de tous les mécanismes qui se passent et c'est pas forcément mieux, en fait. Ouais. Du coup, c'était hyper intéressant de suivre le parcours d'inspirer de sa grand-mère. Et même si c'est pas la même génération que la mienne, il y a plein de passages qui font écho à mon histoire. Et même le fait que, en fait, ça se passe fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, donc c'est semi-historique, on va dire. Et du coup,
t'as des problématiques qui ont été soulevées dans les années 80 qui sont encore là aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant et percutant. Et puis, tu as toutes les coutumes, les mots utilisés qui font écho aussi à ce que mes parents utilisent. Donc, c'était sympa. Mais du coup, est-ce que tu en as parlé avec tes parents de cette lecture et de justement ce que tu avais ressenti, les parallèles que tu pouvais y voir et tout? Non, pas encore. C'est vrai que alors la lecture, j'en parle pas non plus des masses avec mes parents. Déjà, quand j'ai commencé mon compte, je l'ai dit peut-être 2 ans après que j'avais fait ça sur les réseaux. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je pensais qu'ils n'allaient pas me prendre au sérieux, mais je ne sais pas, j'avais envie de garder ça pour moi. Maintenant qu'ils sont au courant, ma mère s'intéresse plus à ce que je lis, à ce que je fais sur les réseaux. Mais mon père, pas trop. Enfin, de loin, il me demande si ça se passe bien ou quoi, mais je ne vais pas forcément avoir des discussions hyper profondes sur mes lectures. D'accord. Pour l'instant, ça reste en surface. Donc, voilà. D'accord. Écoute, on va arriver à la fin du podcast. J'ai 2 petites questions avant de clôturer l'épisode. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Oui. Alors déjà, tu as déjà interviewé tellement de personnes, enfin, c'est incroyable. Oui, je voulais petite parenthèse, félicitations vraiment parce que c'est un travail incroyable que tu fais et du coup, dans une perspective historique, je pense que c'est un travail d'archivage, en fait, de l'utilisation de la lecture, pour les combats et par les personnes marginalisées qui est vraiment extrêmement riche et je pense que, il y a sans doute des chercheurs qui te remercieront, un jour, mais en tout cas, c'est incroyable le travail que tu fais et puis j'imagine que c'est très, très chronophage mais vraiment, c'est super chouette et de très bonne qualité, donc félicitations. Merci. Et donc, tu as interviewé déjà beaucoup de personnes, donc mes choix sont limités, et moi, je voudrais, suggérer, Maï, donc des lectures de Maï, je crois qu'elle t'a déjà été, suggérée. Ouais. Qui est plus très active, je pense, sur son compte, lecture en ce moment, mais que j'avais découverte, il y a quelques années et qui déjà fait des super chroniques, et qui met notamment en avant la littérature vietnamienne et ça, c'est pas du tout, courant. Donc surtout en France, alors qu'il y a une grosse diaspora vietnamienne et qu'on a un lien historique, mine de rien, avec le Vietnam. Je trouve ça super riche et puis, elle en parle très bien et enfin, je pense que ce serait une super invitée pour le podcast. Donc si jamais, tu peux la mettre, la main dessus. Merci pour ta recommandation. Et dernièrement, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, toujours, sur la page, lecture pour un désordre absolu. Donc c'est encore une, bébé page, donc je me contente de ça et j'essaie d'être le plus régulière, possible et après, je serai au festival Overbooké, mais dans les spectateurs et je recommande à tous ceux qui peuvent, tous ceux et toutes celles qui peuvent y aller, d'y aller, des lignes d'Overbooké donc que tu as déjà reçues. Elle fait un travail, vraiment formidable, que ce soit sur sa page et dans ses événements et c'est elle aussi qui m'a beaucoup donné envie de partager mes lectures, parce qu'elle fait un travail pédagogique, super chouette et puis l'organisation de ce type d'événement, c'est vraiment, cool, simplement. Et donc voilà, on se voit sur les, sur les réseaux. Ça marche. Écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Tu vois, c'est super riche. Parce que je sais que tu vas raconter l'amont, t'appréhendais un petit peu. Ouais. Et tu vois, on a parlé pendant 1 heure. Donc il y a toujours des choses étonnant, mais ouais, il y avait des choses à dire. Oui, en même temps, je me dis: «Mais attends, j'ai fait 5 posts, tu imagines?»
Alors qu'il y a des personnes qui sont là depuis des années, mais en tout cas, c'était très chouette, de discuter avec toi et encore merci vraiment sincèrement de m'avoir invitée. Plaisir partagé. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À bientôt.